Bien, eh ben, écoutez, on est à 15 déjà. Je pense que les derniers participants ne vont plus tarder à nous rejoindre. Merci d'être présents sur ce live by Reduca organisé par Laurence Gaborio et Cécile Sanson sur la prévention et la réhabilitation des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Vous êtes en présence de Jean-Pierre Zana, cadre de santé ergonome, et puis je vais laisser Philippe et Olivier se présenter. Vas-y Philippe. Oui, bonjour Philippe Renaud. Donc, je suis kinésithérapeute, puis je suis devenu ergonome et j'ai exercé cette activité à la fois dans la prévention auprès des opérateurs et aussi dans l'industrie. Ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que l'ergonomie et le principe ergonomique m'a permis d'enrichir énormément ma pratique de kinésithérapie. Olivier. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier de Courcelles. Je suis kinésithérapeute et ergonome d'Active. Et je vous prie de m'excuser. Là, je suis masqué parce que j'ai des gens qui travaillent derrière moi. Donc, je suis obligé, bien entendu, de maintenir le masque. Voilà, donc, je suis kinésithérapeute depuis, on va se faire un peu de mal, depuis une trentaine d'années. Et puis, je suis ergonome depuis, on va encore se faire un peu de mal, une vingtaine d'années. Très bien, donc nous allons partager avec vous notre expérience à la fois de kinésithérapeute, mais également évidemment d'ergonome, c'est-à-dire de ce lien qui nous semble essentiel entre les pathologies liées au travail, qui peuvent devenir des maladies professionnelles, et la rééducation, la kinésithérapie. Nous allons le faire aussi en nous appuyant sur une enquête qui a été lancée par le groupe ergonomie de l'Association internationale de sécurité sociale avec lequel je travaille depuis de nombreuses années. Et je vais vous introduire notre session avec quelques images des slides que j'ai préparés qui vont montrer les résultats de cette enquête. Tout n'est pas là, elle est publiée. Je pense que vous voyez, voilà, elle a déjà été publiée. Si je mettais la première, ça serait mieux quand même. Elle a été publiée sur FMT Mag, donc vous pouvez la revoir sur FMT Mag. Et elle vient d'être publiée ce matin. Je viens d'avoir la confirmation. Elle a été publiée dans les archives de maladies professionnelles. Elle sera présentée au Congrès de santé au travail de juin 2021 sous la forme d'un poster. Donc, parmi les questions, j'ai relevé quelques-unes d'entre elles sur la prévention des TMS. L'évaluation des risques professionnels est-elle une obligation légale de 34 réponses positives, mais quand même beaucoup de réponses je ne sais pas et négatives, ce qui fait une majorité de gens qui ne savent pas trop de kinésithérapeutes, puisque l'enquête concernait essentiellement les kinésithérapeutes. Elle a été faite sur le salon Rééduca en 2019, donc peu de gens savent qu'il y a obligation d'avoir des évaluations de risques professionnels. Les acteurs, là aussi, énormément de gens qui ne connaissent pas les acteurs qui identifient et évaluent les risques professionnels, évidemment centrés sur la partie de la charge physique de travail et des TMS. Beaucoup de je ne sais pas, mais vous voyez quelques réponses assez désordonnées. Concernant toujours la prévention des TMS, sur les actions, les mesures de prévention mises en place, pas mal de gens disent oui, bien sûr, c'est une réponse logique. Des actions de mise en place de mesures de prévention sont certainement faites, mais quand même 21 ne savent pas. Et quand on parle de prévention en termes de formation initiale et de formation continue, là encore des réponses, mais qui sont des réponses logiques, puisque les réponses derrière sur les programmes qui ont pu être proposés comme sur les mesures de prévention étaient totalement désordonnées et totalement incompréhensibles. Elles sont développées dans l'article dont je vous ai parlé. Concernant la réhabilitation, et la terminologie est importante, on en redira deux mots tout à l'heure, ce sont mes collègues allemands et suisses avec lesquels j'ai travaillé dans le groupe ergonomie qui tenaient absolument à ce terme de réhabilitation, alors que nous avons plutôt l'habitude du terme de rééducation ou éventuellement de réadaptation.
y a-t-il des offres spécifiques de réhabilitation concernant les troubles musculo-squelettiques? 20, je ne sais pas, et 25, oui, alors que ça fait partie des pathologies que l'on rencontre le plus fréquemment en libéral, mais pas seulement, également évidemment dans les centres de rééducation. Quel est le médecin prescripteur de ces prises en charge des troubles musculo-squelettiques? Vous voyez qu'il y a très peu de réponses, 7 médecins traitants et 7 médecins du travail, alors que le médecin du travail ne fait aucune prescription. Et puis, le cadre de réhabilitation ne semble pas aussi bien clair pour les personnes qui ont répondu, 90 répondants qui ont pu être analysés. Vous voyez qu'il y a de l'ambulatoire, il y a de l'hospitalisation, il y a du mixte, pardon, mais il y a aussi 7 répondants qui ne savent pas. Donc, très peu de réponses par rapport aux 90 de départ. Enfin, application de la réhabilitation sur le lieu de travail, 14 oui. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réhabilitation sur le lieu de travail. On en dira 2 mots, hein, on en connaît peu d'exemples, mais là encore, très peu de réponses, ce qui est un tout petit peu dommage. Voilà, c'était les quelques slides que je voulais vous transmettre. Et si vous souhaitez avoir l'article de FMT ou le poster qui va être présenté ou l'article qui a été publié dans les archives de maladies professionnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un email jean-pierre-zana@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Olivier, je te laisse prendre la parole pour nous donner ton point de vue face à ton expérience. Merci déjà. Alors, mon expérience, en fait, sur d'abord peut-être le chemin qui m'a amené rapidement à l'ergonomie. En fait, très simplement, d'un cabinet de soins, je me suis rendu compte que pour des pathologies qui revenaient de façon un peu systématique, j'avais une difficulté à comprendre l'étiologie de la provenance de ces souffrances. Et donc, petit à petit, ces questionnements m'ont mené à prendre en compte des notions autour de l'activité des gens. Et que, en fait, quelque part, toutes ces mêmes personnes, à l'issue de l'examen et de l'anamnèse que je pouvais faire avec mes patients, m'ont conduit sur le même poste de travail. Et peu importe la façon dont je prenais l'histoire, ça m'amenait toujours sur le même poste de travail. Et donc, du coup, je me suis retrouvé fort désarmé en tant que kinésithérapeute pour aller essayer d'investir le champ de leur activité, qui était donc une activité professionnelle, avec des règles de droit bien particulières, avec un environnement de soins bien particulier, et puis bien entendu avec comment dirais-je, un espace économique singulier, hein, puisque c'est un espace économique de production. Et donc, du coup, me retrouver avec des armes de soignants dans un environnement de cette nature, je me sentais pas du tout à l'aise, et, premièrement, et puis surtout pas du tout compris. Du coup, le chemin, en fait, ce chemin d'interrogation m'a emmené vers le monde de la prévention, et notamment dans le monde de la prévention, les aspects d'ergonomie de situation de travail. Pour ensuite, bien sûr, m'interroger sur ma pratique de kinésithérapeute et de faire en sorte, justement, puisque tu introduisais le sujet, Jean-Pierre, et je pense qu'on en discutera ensuite, justement pour reprendre en considération ma démarche de rééducateur, de réadaptateur, puis de réhabilitateur. Et là, maintenant, je te repasse le bébé. Ok, vous aurez bien sûr la possibilité de nous interroger. On va laisser Philippe nous faire part aussi de ses compétences, de son expérience, et vous aurez la parole puisque l'objectif de ces Live by Reduca est bien évidemment d'échanger avec vous sur les thématiques que nous vous proposons. Philippe, je te cède la parole. Merci Jean-Pierre. Eh bien, mon parcours et mes interrogations étaient un petit peu similaires à celles d'Olivier. Naturellement, c'est que je me suis aperçu très rapidement au cours de ma rééducation que j'apprenais aux gens, en cas de la réadaptation, rééducation, que j'apprenais aux gens à faire des gestes de la vie de tous les jours, or que leur problématique n'était pas tellement
dans la gestuelle de tous les jours, dans les gestes qu'on peut apprendre, si vous voulez, dans le cours des études de kinésithérapie, mais qu'elles étaient liées à quelque chose qui provenait de leur situation de travail. Donc, c'est à ce moment-là, en effet, que j'ai été vers l'ergonomie, qui m'a apporté beaucoup de choses. Et entre autres, une chose que je voudrais partager avec vous, c'est le fait de considérer que l'individu porte une forme de savoir en lui sur sa pathologie. Et c'est ce qu'on va utiliser au cours de la réadaptation et de la réhabilitation, c'est de manager un projet avec l'individu, de telle sorte que les demandes ne sont pas forcément les mêmes au niveau des individus, et c'est d'établir un projet qui permette à la personne d'être réhabilitée, d'être resocialisée. Alors, avant de poursuivre, peut-être avez-vous déjà quelques remarques, quelques questions à faire? Il suffit de vous connecter, de prendre la parole. Pas de réaction pour l'instant. Bien, vous êtes 17 présents, donc c'est déjà un bon score. On l'a évoqué, Olivier, Philippe et moi, cette notion de rééducation, de réhabilitation, qu'il faudrait encore creuser parce qu'effectivement, la réhabilitation est une terminologie qui est quasiment plus utilisée dans nos formations initiales et je dirais même dans nos formations continues. C'est historiquement dans les années, la fin des années 70, avec la création de deux nouveaux métiers que sont les psychomotriciens et les ergothérapeutes, que cette terminologie qui faisait partie de nos enseignements s'est progressivement détachée d'elle et on est resté plus sur une notion de rééducation. Rééducation, c'est-à-dire récupération des fonctionnalités perdues par l'accident ou la maladie. Et réadaptation, c'est capacité de pouvoir les adapter en fonction des pertes de fonctionnalité ou des réductions de fonctionnalité. La réhabilitation est une terminologie qui est tout à fait importante, qui est bien utilisée aussi par l'Organisation mondiale de la santé, qui est de permettre à l'individu présentant une pathologie ou un accident de pouvoir retrouver l'ensemble de ses fonctionnalités, qu'elles soient d'ailleurs intellectuelles, cognitives ou physiques. Et le lien avec le travail devient important et c'est pour ça que mes collègues allemands avaient tout à fait raison. On ne peut pas se contenter d'une simple rééducation. Vous ne marchez plus, vous marchez. D'une réadaptation, vous pouvez marcher difficilement, mais malgré tout, vous y arrivez quand même. La réhabilitation, c'est qu'il puisse, même s'il a quelques difficultés encore, reprendre son activité professionnelle. Et donc là, il y aurait un travail. Je vois parmi les gens qui sont inscrits que certains sont des étudiants de dernière année et je pense que ça peut être intéressant pour eux dans la préparation de leur mémoire, mais c'est une question importante qu'il faut se poser même en tant que professionnel et que nous sommes posés. C'est la raison pour laquelle nous avons été chercher d'autres connaissances en ergonomie pour mieux comprendre les déterminants, les contraintes qui ont généré ces pathologies-là. Et donc, en tenir compte dans nos rééducations. Olivier ou Philippe, voulez-vous rajouter quelque chose? Je t'en prie, Philippe. Non, après toi, Olivier, c'est toi qui es à l'écran. Ah bon, c'est moi qui ai l'écran? Oui, c'est toi qui es à l'écran. Il n'a pas partagé les écrans. Vas-y. Ah. En fait, le chemin que tu décris, Jean-Pierre, est lié justement, et quand j'entends Philippe aussi en parler, puisque c'est des échanges qu'on a déjà eus tous les trois ensemble, hein, en fait, ce processus de questionnement en fait, nous a amené à prendre en compte la globalité, en tous les cas d'essayer de prendre en compte la globalité du patient en souffrance, hein, qui vient taper à la porte de notre cabinet de kinésithérapie. Et ensuite, sur le chemin en 3 étapes dont on vient de parler ensemble au sein d'un projet de thérapeutique qui est porté, je crois que le jalonnement qu'on a exprimé ensemble dans ce processus
c'est-à-dire rééducation, réadaptation et réhabilitation, comment dirais-je, font en sorte qu'on a un moment en fait où on se sent, où on se sent obligé de sortir du cabinet. Et pour sortir du cabinet, en fait, il faut aussi avoir les éléments nécessaires et suffisants qui nous permettent d'avoir une compréhension, en tous les cas, d'une porte d'entrée qui nous permet, premièrement, de faire le lien entre la souffrance et la pathologie. Bon, ça, il n'y a aucun problème, on est très bien formé là-dessus, hein, sur les connaissances épidémiologiques des souffrances de l'appareil locomoteur, entre autres. Mais ensuite, faire le lien avec le geste, bien entendu que c'est aussi le cœur de notre métier, hein, en tant que kinésithérapeute. Et puis, bien entendu, de faire ce lien ensuite dans l'environnement de vie, c'est là où il y a des choses qui commencent à glisser. Alors, les kinés du sport le maîtrisent bien, eux, parce que c'est assez facile, enfin autant que faire se peut, hein, assez facile, je mets ça avec les parenthèses qui vont bien, d'aller bien entendu sur un terrain de sport pour voir des pratiquants hein, qui sont aussi habitués à se faire soigner, parce qu'ils ont bien compris, eux, que dans leur performance, eh bien, il faut qu'ils soient, comment dirais-je, dans des équilibres parfaits pour faire en sorte que la performance soit au rendez-vous. Et le kinésithérapeute est très souvent bienvenu sur les terrains de sport, alors soit en amont, soit pendant, soit en aval. Bref, il est sur toute la chaîne. Et le praticien de santé que l'on est, dans l'environnement de travail, eh bien, l'accès est beaucoup plus difficile et il faut bien comprendre les enjeux et les enjeux qui existent au sein de l'organisation de travail pour aussi pouvoir amener quelque part à prendre en considération l'origine de ces souffrances qui est en lien avec l'activité humaine. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une activité de travail. Alors, les habitudes que l'on a dans l'environnement sportif, hein, si je peux prendre un parallèle, hein, c'est juste pour avoir un élément de comparaison, et bien, ces éléments, en fait, sont sensiblement différents entre l'existence des soins qu'on peut porter et apporter dans notre pratique de soignant, dans notre pratique de soignant, j'allais dire contextuelle par rapport au terrain de sport, et puis dans notre pratique de soignant dans un environnement de production, en l'occurrence un environnement de travail. Philippe, je te laisse poursuivre. Oui, alors il y a une chose qui me paraît importante là-dedans, c'est que en définitive, les étudiants en kinésithérapie, comme ou les personnes qui font des études de médecine, ont une méconnaissance totale du monde du travail. On est passé de l'école, on passe à une école de kinésithérapie et ensuite on est soit dans un centre, soit dans un cabinet individuel. Mais globalement, il n'y a pas on n'est jamais passé par le monde du travail, le monde de la production, le monde du tertiaire. On est peu souvent passé là-dessus. Et donc, il faut aller chercher cette connaissance, savoir comment les gens travaillent, quelles sont leurs contraintes. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait à travers des formations et à travers de toutes les études ergonomiques sur un nombre de métiers qui est quand même relativement important. Et c'est ce que nous apporte l'ergonomie. C'est une technique d'étude du travail humain. On vous cède la parole. Vous avez peut-être envie d'intervenir, de nous poser des questions, nous faire quelques remarques. N'hésitez pas à le faire. Ces échanges sont pour vous et avec vous. On pourrait leur poser la question de savoir en fait comment ils appréhendent le monde du travail. Est-ce qu'il y en a certains d'entre eux, entre autres sur les étudiants, qui ont travaillé en effet dans des situations de travail qui ne soient pas des situations kinésithérapiques ou de traitement ou de soins? Oui, ben, c'est une bonne question. Effectivement, comment appréhendez-vous en tant que professionnel ou que futur professionnel la question du travail de votre patient? Ah, ça y est, je vois que ça arrive. Avez-vous des références à suggérer quant à l'ergonomie? Oui, Laure, on a des références à vous citer quant à l'ergonomie. On a pas mal d'articles. Alors, je vais faire la pub pour FMT Mag, mais ce n'est pas le seul. Olivier, je crois que tu as publié des choses. Donc, vous m'envoyez un email et on vous fera une bibliographie. N'hésitez pas à le faire. Patrick, concrètement, comment travaillez ensemble, consultant et kiné? Est-ce qu'il n'existe pas un réseau pluridisciplinaire qui nous permettrait de travailler de concert? Merci, Florence. Ah,
Alors, concrètement, comment travailler ensemble, consultant et kiné? Philippe et Olivier ont été consultants et kinés. D'accord. Mettre en Voilà. présence, ce qui me concerne. Je Tu t'en prie, peux toujours le excuse-moi. mettre au présent. Tu peux Oui, toujours le oui, mettre oui. au présent. Oui, En pardon, termes. excuse-moi, oui, bien sûr. Tu es toujours kinésithérapeute et consultant. Donc, notre profession nous le permet. C'est après un choix personnel, mais Olivier a réussi les deux et Philippe de la même manière. Euh, on va y revenir sur la façon d'appréhender les deux choses et je m'appuierai sur les travaux de Michel Géda sur le diagnostic kinésithérapique. Je vais vous en dire deux mots après. Laure reprend la parole en disant actuellement, ostéopathe en entreprise, c'est plus simple pour comprendre les gestes logistiques. Laure, non. L'ostéopathie n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'humain tel que nous tel que il vous est enseigné ou tel qu'il est enseigné en kinésithérapie. Nous avons de bien meilleures connaissances que les ostéopathes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Mais en tous les cas, il n'y a pas de rééducation ostéopathique. Donc, il n'y a pas, l'objectif de l'ostéopathe n'est pas de faire retrouver à son patient toutes ses fonctionnalités. C'est déjà de supprimer la douleur, me semble-t-il. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les ostéopathes sont en train d'envahir le marché. C'est bien pour ça que nous trois, nous sommes attentifs à notre profession. On l'aime trop pour voir qu'on est en train de nous piétiner entre les coachs ayant fait des UFR STAPS et les ostéopathes. Ils prennent totalement le marché. Alors que ce marché-là, parlons business, hein, c'est le marché de la kinésithérapie. Vincent nous pose une autre question. J'ai, dans le cadre de ma 4e année d'études, eu à réaliser une intervention ergonomique en entreprise. Vu que nous avons mené ce genre d'intervention pendant nos études, pouvons-nous en mener une diplômée sans avoir à faire des études d'ergonome? Why not? Vous savez, il n'y a pas d'obligation d'un diplôme d'État d'ergonomie. Hein. Par contre, vaut mieux, de la même manière que vous pouvez vous installer comme psychothérapeute. Hein, il n'y a pas de diplôme d'État de psychothérapie. Mais ça vaudrait quand même plus le coup d'aller un peu plus loin dans votre formation ou dans vos lectures au minimum. D'accord. Je pense Et Jean-Pierre, si je peux me permettre bien sûr, d'intervenir vas-y, sur vas-y. ce que tu viens de, enfin, sur ce que tu viens de dire, et pour répondre à nos confrères kinésithérapeutes, je pense que la réflexion que tu as eue la réflexion que tu as eue avec comment dirais-je, ta façon de présenter les choses toujours polémiste, que j'aime beaucoup, on peut refaire la même chose entre le kiné et l'ergonome après. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des kinésithérapeutes qui sont diplômés d'État, mais il y a aussi des ergonomes qui sont pas, eux, diplômés d'État, comme notre diplôme, mais enfin, en tous les cas, pour qu'ils puissent exercer de façon opérationnelle sur le marché, hein, puisque c'est ça dont on parle, en fait, hein, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'ignorent souvent les kinésithérapeutes, enfin, ou en tout cas les personnels soignants, pour être un peu plus large, c'est que là, on parle d'autre chose que le marché thérapeutique, on parle du marché tel qu'il existe, hein, comme lorsqu'il y a des appels d'offres pour monter des églises, pour monter des maisons, pour acheter des produits. Eh bien, ça, c'est le véritable marché. Et aujourd'hui, nous sommes sur ce marché, notamment. Et sur ce marché, notamment, il y a des personnels qui sont formés à l'ergonomie, qui ont un master 2 en ergonomie, qui ont des thèses en ergonomie, qui ont des thèses plus autre chose, hein, ou qui sont un master 2 en ergonomie plus autre chose. Et pour ça, en fait, bien quand le commanditaire, la personne qui va signer votre bon de commande, a plusieurs profils en face d'elle, pour un investissement qu'elle va réaliser, eh bien, il va réaliser son investissement en fonction de l'évaluation que lui fait, donc le client fait, de la valeur ajoutée que vous proposez pour solutionner son problème. Donc, attention quand même, n'oubliez jamais
si je puis me permettre de vous donner un conseil sur ce sujet que je vois émerger dans les différentes questions qui viennent d'arriver, que sur le marché de la prévention, il faut bien entendu être en capacité de prouver sa valeur ajoutée. Et en effet, il n'y a pas de diplôme d'État d'ergonome. Mais si vous n'êtes pas en capacité, et c'est peut-être un peu plus insidieux justement, si vous n'êtes pas en capacité de produire, de prouver, de signifier, d'être recommandé, comme quoi vous avez une capacité à produire de la valeur ajoutée dans le sens du marché, comme c'est entendu par le marché, eh bien en fait, vous n'êtes pas pris en considération. Point barre. Alors, je ne sais pas, Laure Pichavin, vous me dites que vous êtes ostéopathe et que vous intervenez auprès de salariés en entreprise de transport depuis 5 ans. Bravo, félicitations. Vous pouvez prendre la parole ou pas? Parce que ça serait très intéressant que vous nous racontiez ce que vous proposez. Je ne sais pas si vous avez la parole. En attendant, j'ai quand même parlé en fait de la distinction qu'ont les gens en entreprise entre le soin et la prévention. C'est deux notions qui sont quand même relativement différentes parce que quand on se présente en entreprise sous une étiquette, que ce soit kinésithérapeute, ostéopathe ou autre, eh bien, on vient pour les aider, pour les soigner. Dans la prévention, on vient pour les aider et pas pour les soigner. Donc, on vient pour leur faire comprendre un certain nombre de processus sur leur travail qui vont leur permettre en fait d'éviter les pathologies. Donc on est quand même sur deux registres qui sont quand même essentiellement différents. Quant à la question sur le travail entre les consultants et les kinésithérapeutes, oui, ben, il faut que les kinésithérapeutes deviennent consultants et que, autrement que ça, c'est la même chose que ce que je viens de dire. Il y a la prévention et puis il y a le traitement. Le traitement, c'est ce qui se passe chez le kinésithérapeute. La prévention, c'est ce qui se passe chez le consultant. Alors, je vois que Laure, vous êtes connecté. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce que vous faites et nous faire partager votre expérience? Cécile, si tu… Ah, ça y est, on vous écoute, Laure. Oui, vous m'entendez? Très bien. Non, en fait, c'est récent. J'ai pas beaucoup de recul en entreprise par rapport au groupe avec lequel je travaille, je pense. Après, ben voilà, c'est ce que je viens d'écrire, hein. C'est que je pense que c'est pas forcément plus évident d'intervenir en entreprise parce que de toute façon, déjà, c'est l'entreprise qui rémunère, donc il y a un rapport particulier. Et donc, et ce qu'il y a, c'est que les salariés, je ne sais pas si ils ont la capacité d'écouter et d'être à l'écoute autant que s'ils font eux-mêmes la démarche d'aller en cabinet. Voilà, pour l'instant, sur la prévention et sur les gestes créant les TMS. Mais après, ça permet de voir les lacunes et notamment tout ce qui est les gestes techniques où les patients font des erreurs et qui provoquent leur douleur tout simplement. Plus Donc le matériel. Bien sûr. Vous faites des soins individuels, donc si j'ai bien compris. Oui, mais en fait, il y a des statistiques qui Non, sont… non, c'est ce que vous pratiquez. Ce sont oui, après des statistiques, mais ce sont des soins individuels. Oui. D'accord, d'accord. Donc, OK, donc vous avez une approche ostéopathique de soins individuels payés par l'entreprise. D'accord, donc c'est autre chose. Sophie merci en tous les cas de votre expérience. Sophie nous pose une autre question. L'adaptation du poste de travail ne devrait-elle pas faire partie de la prise en charge kinésithérapique lors des TMS? Oui, aujourd'hui, avec les nouveaux programmes, a priori, vous devriez avoir le minimum de connaissances, en tout cas dans les enseignements qu'Olivier et moi faisons. Je ne sais plus si Philippe, tu as encore des enseignements en formation initiale. Nous essayons d'apporter des éléments de réponse qui ne sont pas aussi complets que les acquisitions reçues en ergonomie, mais quand même.
Et je reviens sur ce que je voulais développer en un mot du diagnostic kinésithérapique de Michel Géda, qui évoque, lors de la prise en charge et lors de la recherche d'un projet thérapeutique, il évoque qu'il y a dans nos bilans et notre diagnostic, d'une part, la partie structurelle, d'autre part, la partie fonctionnelle et enfin la partie situationnelle, c'est-à-dire quelle est la situation de notre patient et donc quel est le lien qu'il peut y avoir entre le pourquoi il est chez nous avec sa pathologie et le travail qu'il peut effectuer ou sa vie personnelle, etc., etc. Et quand je fais mes enseignements, je rapproche cette partie situationnelle dès le début de la prise en charge, de façon à ce que le bilan, le diagnostic kinésithérapique tienne bien compte de ce qui a pu générer la pathologie pour laquelle il nous reçoit. Et ça, c'est déjà un des éléments importants. Après, dans la rééducation et la réhabilitation, eh ben, il faut faire évidemment la différence. De façon un peu provocante, je dis les signes cliniques sont strictement identiques pour toutes les pathologies liées au travail. Prenons un lombalgique ou une lombalgique, qu'elle soit ingénieure, assistante ou manutentionnaire, les signes cliniques sont les mêmes. Oublions les drapeaux rouges. Hein. Par contre, est-ce que je vais prendre de la même manière ces deux lombalgiques dont les signes cliniques sont strictement les mêmes, quand l'un fait un travail essentiellement sédentaire, assis derrière ses écrans, et l'autre manutentionne entre 8, 10 ou 12 tonnes par jour, ou qu'il est sur un chantier du BTP. Voilà la question qu'il faut se poser, et voilà, en ramenant le situationnel, comment on peut réfléchir à un projet thérapeutique différent pour des pathologies identiques. C'est le point de départ. Alors, je peux rebondir, Jean-Pierre? Vas-y, bien sûr. Alors, bien sûr que ça interroge la pratique du kinésithérapeute dans son cabinet, puisque lorsqu'il a ces personnes sous les doigts, il y a quand même une différence de tissu qui va l'interpeller quand même, en termes d'organisation tissulaire, en termes de capacité physique, en termes de, comment dirais-je, de nature de la souffrance, bien entendu. Néanmoins, ça n'empêche pas, bien entendu, qu'une secrétaire ou quelqu'un qui est dans l'activité tertiaire d'être sportif de haut niveau, ou d'être un sportif éclairé, et du coup aussi d'avoir des tissus qui rappellent des choses sur la capacité de mobiliser son appareil locomoteur lorsqu'on fait de la logistique. Voilà, pour répondre à ta question des 12 ou 13 tonnes. Donc, la contextualisation, elle est vraiment fondamentale, bien entendu, par rapport aux gestes thérapeutiques que doit réaliser le kinésithérapeute, notamment dans son projet thérapeutique. Mais in fine, puisque là, on reste dans le cadre stricto sensus de l'activité de cabinet, néanmoins se poser la question, in fine, de OK, j'ai bien rééduqué ma personne, enfin, cette personne, j'ai bien rééduqué cette personne, OK, j'ai fait une bonne réadaptation de cette personne. Maintenant, est-ce que je suis en capacité de réhabiliter cet opérateur? Et là, du coup, cette question, en fait, quand elle est posée comme ça, on ne se rend peut-être pas bien compte, mais pour l'avoir mesuré, un vaste champ s'ouvre d'un seul coup devant nous sur l'investigation, et je pose mes mots, l'investigation de l'activité de cet opérateur en situation de travail. Alors, bien entendu qu'il y a du geste contraint dans l'organisation de l'activité, mais est-ce que je joue sur le geste pour être opérationnel, ou est-ce que je joue sur l'organisation de travail pour être opérationnel? Ou est-ce qu'il faut que je trouve un chemin médian entre les deux qui fait que l'un questionne l'autre et que l'autre questionne l'un? Et que du coup, en fait, dans ce processus d'organisation de la production, eh bien, en fait, bien entendu que j'ai ce geste qui arrive en fin de situation de production, puisque c'est le geste qui va conclure cette production, mais est-ce que je ne peux pas agir en amont sur l'organisation de travail en essayant de trouver comment dirais-je, des acteurs de cette conception de situation de travail? Enfin, c'est juste comme ça une question que je pose à Philippe, parce que je sais qu'il a des éléments de réponse. Oui, alors Il fait court parce que j'ai encore des questions. Vas-y. Oui, moi, deux éléments.
il y a une chose très très simple pour connaître un petit peu, pour savoir en fait dans quelle situation de travail sont les gens, c'est de leur demander qu'un de leurs collègues prenne une ou deux photos du geste qui leur paraît être difficile. Et après, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement simple, ils prennent sur leur téléphone portable, ils prennent deux photos, ils font prendre deux photos de leur attitude au travail, du geste qui leur est difficile, et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pouvez commencer à raisonner avec eux par rapport à cette situation-là, et vous avez toute la matière pour, dans votre cabinet, travailler avec eux sur cette situation-là. La deuxième chose, c'est que dans ma pratique, j'ai observé une chose, c'est que la plupart du temps, ce n'était pas au niveau de la gestuelle, et ça va répondre à la question de Patrick Fawen, c'est que sur la dimension multifactorielle, c'est que la plupart du temps, en fait, ce qu'on apprend aux gens dans la réadaptation et la réhabilitation, c'est à faire, soi-disant, des bons gestes. Le bon geste, c'est véritablement vraiment une fausse notion, parce que il faut que ce soit le bon geste de la bonne personne dans la bonne situation de travail. Et donc, par rapport à ça, moi, je me suis aperçu que la plupart du temps, et c'est ce que je disais et ce que je dis dans mes formations, c'est qu'en définitive, la question gestuelle, elle n'intervient qu'après qu'on ait regardé l'organisation du travail. L'organisation du travail au niveau de l'entreprise, mais l'organisation du travail au niveau aussi de l'individu dans son poste. Pour le multifactoriel, j'en suis entièrement d'accord. C'est pour ça que j'ai d'abord travaillé en fait sur l'aspect biomécanique des TMS et puis qu'ensuite j'ai été sur ce qu'on appelle les risques psychosociaux, étant donné qu'il y a toujours une composante qui est psychique, intellectuelle par rapport au travail et que naturellement, une des clés dans cette boîte à outils multifactorielle, c'est en effet de regarder l'aspect biomécanique, mais aussi de regarder l'aspect de comment la personne joue avec ça. Alors, on ne cherche pas à avoir une action psychologique par rapport à ça, mais on cherche à intégrer la manière de la personne de réfléchir son travail de telle sorte de pouvoir lui apporter les clés justement de la réhabilitation. Alors, merci d'avoir répondu effectivement aux propos de Patrick. Sophie avait évoqué la prévention secondaire, ne fait-elle pas partie du soin? Ben oui, bien sûr, elle fait partie du soin puisque à partir du moment où il y a des pathologies liées au travail, donc des TMS, des troubles musculo-squelettiques, on est en prévention secondaire. L'ergonome, lui, il intervient surtout en prévention primaire. Il va essayer, chaque fois qu'il peut le faire, que n'apparaissent pas des TMS, ce qui est encore plus compliqué. Et Vincent évoquait la prévention fait partie aujourd'hui des compétences du kinésithérapeute et nous avons des enseignements sur les TMS. Du coup, je ne comprends pas pourquoi le kinésithérapeute non diplômé d'ergonomie, je ne pourrais pas prouver sa valeur ajoutée sur le champ de la prévention des TMS. Bien sûr que si, on en est intimement convaincu. Nous avons poussé plus loin avec l'ergonomie et c'est bien pour ça que dans les enseignements que nous pratiquons, nous informons et nous avons fait passer ce message. Philippe l'évoquait avec le lien avec les risques psychosociaux. Si vous allez sur LinkedIn, vous verrez qu'il y a un champ qui s'appelle psychinésie. Allez-y, c'est ce que nous avions créé à l'époque avec Patrick Michaud, qui voulait faire le lien pour une prise en charge globale en kinésithérapie, une prise en charge psycho-kinésithérapique, parce que de toutes les façons, vous faites de la psycho-kinésithérapie, c'est évident. Nous ne sommes pas que des biomécaniciens, heureusement, et que nous avons, vu le temps que nous passons avec nos patients, une capacité à générer des liens qui permettent de ne pas considérer les pathologies comme seulement biomécaniques, bien entendu. Donc, nous avons de l'avance sur un certain nombre d'autres personnes. Donc, oui, maintenant, ce qu'il manque aujourd'hui dans les enseignements, en tous les cas dans les enseignements, dans les formations initiales, mais dans les formations continues, il n'y en a pas tant que ça malheureusement, c'est d'apprendre le lien. Vous apprenez, les cours sont parfaitement faits en traumatologie, en orthopédie ou en rhumatologie. Maintenant, est-ce que pour autant, on explique que la rééducation doit tenir compte, comme on l'a évoqué, du travail et des liens avec le travail? C'est pas sûr. Voilà. Il va nous rester 4 petites minutes. J'essaye de voir s'il n'y a pas d'autres éléments qui arrivent. Peut-être pendant ce temps-là, Vas-y. une réponse à Laure qui demandait des références bibliographiques.
Oui. Donc, il y en a un qui me paraît assez simple d'accès à tout le monde, qui est comprendre le travail pour le transformer. Donc ça, c'est le titre de l'ouvrage. Donc il y a plein d'auteurs déjà dedans et il est assez simple d'accès, il donne plein d'exemples. Donc comprendre le travail pour le transformer. Ensuite, il y a un autre bouquin qui s'appelle L'ergonomie, qui est plutôt orienté physiologie, avec Capitagnac, Monod, Pellinou, etc., qui n'est pas inintéressant. Et toujours dans le cadre du monde de la physiologie, hein, qui est aussi une des mamelles qui nourrit le chemin d'apprentissage de l'ergonomie. Eh bien, il y a la physiologie du travail, qui est un vieux bouquin. Donc, si vous avez la chance de tomber dessus, n'hésitez pas à l'acheter. Il vaut vraiment... Qu'importe le coût que ça peut représenter, mais franchement, c'est un bon investissement. Donc, Physiologie du travail de Monod, toujours, qui est un très, très vieux bouquin, mais qui est vraiment excellent. Et puis, il y en a plein d'autres. Franchement, il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup d'articles aussi. Beaucoup d'articles. Bon, là, c'est des bouquins un peu fondamentaux que je vous donne. Mais après, il y en a plein d'autres. Dans l'encyclopédie médico-chirurgicale, vous avez, par exemple, ergonomie et kinésithérapie, hein, qui ont été... Voilà. Vous avez... comment dirais-je, tout ce qui est produit par l'INRS, hein, notamment par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Zana, hein, que vous pouvez lire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc, franchement, il y a beaucoup de choses d'accès. Alors, si ça vous intéresse de faire un peu de benchmark aussi, parce que c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe dans le monde entier, n'hésitez pas à consulter des choses qui viennent du Canada, qui sont vraiment très intéressantes, et des choses qui viennent bon, très intéressantes parce que déjà francophones, mais très intéressantes aussi parce qu'ils ont une vision de l'ergonomie à la française, enfin, du monde francophone, mais vu par le monde anglophone. Donc ça, c'est intéressant. Et puis enfin, tout le travail qui est fait par nos amis belges, qui est vraiment excellent aussi. Dans ce domaine-là. Merci. Jean-Pierre, il y a une question de Sophie Porte qui dit quels sont les bilans spécifiques au TMS, et qui est une question intéressante parce que c'est ça, tu pourrais... on va pas pouvoir malheureusement y répondre puisqu'on arrive au bout quasiment, ça serait dommage de le faire en 15 secondes. Je vous propose, puisque je vois qu'il y a pas mal de questions, quid du matériel pro utilisé, etc. N'hésitez pas, je vous redonne mon adresse mail, elle est très simple, jean-pierre-zana tout attaché @gmail.com. Et je le transmettrai évidemment, je partagerai vos questions avec Olivier et Philippe et nous continuerons à vous répondre parce que c'est un sujet qui nous intéresse. On va continuer à travailler dessus, on va continuer à faire des publications. Mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, profitez-en, continuons à partager parce que c'est notre transmettre pour nous, c'est voilà, c'est ce qui nous fait grandir. Hein. C'est pas de garder nos savoirs, nous les avons partagés depuis de nombreuses années, donc n'hésitez pas, nous serons ravis de partager nos compétences et nos savoirs et nos savoir-faire de façon à augmenter les vôtres avec grand plaisir et puis de nous enrichir évidemment de vos connaissances. Voilà, on voulait marquer le coup, c'est sur FMT Mag, si vous tapez Jean-Pierre Zana, vous allez voir, il y a pas mal d'articles qui ont été régulièrement publiés sur cette thématique-là. Je le fais sur FMT Mag parce que l'accès est plus facile, il est gratuit, il est libre et on peut plus facilement récupérer les articles. Donc voilà, mais il y a aussi quelques articles dans Kinésithérapie, la revue, et je crois aussi dans Kinésithérapie scientifique. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous remercie, Philippe et Olivier, de votre présence. Je vous remercie les participants de vos questions et j'espère que nous pourrons poursuivre ce live by Reduca en dehors pour continuer à creuser cet élément qui me semble essentiel dans l'avenir de la kinésithérapie. Comme on dit, la kinésithérapie, à demain. Bonne continuation à tous et à très bientôt. Au revoir. Bravo pour l'initiative. Au revoir.